Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne et heureuse année à tous. L'année 2025 s'est achevée et nous entamons une nouvelle année 2026. À cette heureuse occasion et pour notre toute première émission du grand débat de cette nouvelle année, nous allons parler des événements saillants de l'année écoulée et faire des projections pour les perspectives de la nouvelle année. Dans ce débat, nous parlerons de la charte, de la refondation et de l'installation du Conseil consultatif pour la refondation, de l'élévation du chef de l'État au grade du général d'armée, la grande tournée historique du président de la République à l'intérieur du pays, le deuxième sommet de l'AES à Bamako et la récente décision du gouvernement qui appelle à la mobilisation générale face aux menaces persistantes et imminentes d'une déstabilisation de notre pays et de deux autres pays de la Confédération AES, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Pour évoquer tous ces sujets d'actualité de cette fin d'année et la nouvelle année synonyme d'espoir pour le Niger et les deux autres États de l'Alliance des États du Sahel, nous avons convié sur ce plateau des analystes de la scène politique nationale et animateurs de la société civile qui vont exprimer leur opinion sur la situation qui prévaut aussi bien au Niger que dans les autres pays de l'AES victimes de l'impérialisme occidental. Pour la simple et unique raison que ces trois pays ont décidé de prendre la gestion de leur destin en main soutenue par l'ensemble des citoyens de l'espace AES. Au cours de cette première émission spéciale bilan et perspective de l'année 2025-2026, nos invités sont M. Lamine Suleiman, journaliste, analyste politique. Monsieur Bana Ibrahim, juriste, acteur de la société civile, et Monsieur Abdou Beidou, agroéconomiste de la diaspora aux États-Unis. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler du bilan de l'année 2025 et des perspectives pour l'année 2026. Nous allons insister au cours de ce débat des actions concrètes réalisées au cours de l'année écoulée et parler des perspectives pour la nouvelle année qui vient de démarrer. Sans oublier ce sujet d'actualité très important concernant la mobilisation générale que le gouvernement a décrété le 26 décembre dernier à l'occasion du Conseil des ministres. Vous allez, chers invités, sur tous ces sujets, donner vos avis pour enrichir ce débat. Et pour commencer cette question, que faut-il tirer du bilan de l'année 2025 qui vient de s'achever? Monsieur Lamine, bonsoir. Oui, et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Monsieur Abdoulaye, bonsoir, chers collègues, membres du Conseil consultatif de la refondation. C'est un plaisir pour moi de tenir ce premier débat, ce tout premier de l'année 2026 en compagnie de ces deux personnalités qui viennent de clôturer, membres du Conseil consultatif qui viennent de clôturer leurs activités, leur deuxième session au titre de l'année 2025. Alors, ceci dit, l'année 2025 quand même a été une année très riche en actualité politique d'un point de vue d'abord qui a permis de jeter des bases pour la relance, si vous voulez, ou la refondation du Niger. C'est le terme le plus approprié. Il vous souviendra qu'à l'issue des assises nationales, il y a eu en tout cas un travail très remarquable l'élaboration de la charte de la refondation qui est le point de départ de tout ce qui est en train d'être fait à ce jour. Voilà. Vous avez bien fait de la rappeler dans votre introduction. C'est cette charte qui a permis au chef de l'État d'avoir le statut, en tout cas, du président de la République. Et il faut le dire, c'est quelque chose de très important qu'il faut relever. Et à un certain moment, les uns et les autres ont pensé que pour acquérir ce statut du président de la République, il faut qu'il y ait une nouvelle constitution, il faut aller à de nouvelles élections, un peu au schéma, en tout cas, de la coloniale. Parce que c'est ce qu'on a connu par le passé. Et heureusement, en tout cas, les dignes fils du Niger qui ont eu la chance de siéger et de prendre part à ces travaux des assises, en tout cas, ont démontré que on peut ne pas suivre le modèle, en tout cas français,
dans le cadre de cette refondation. Et c'est à partir de là qu'il faut vraiment voir le sens de cette refondation. On ne peut pas rentrer dans un mimétisme. Chaque fois qu'il y a une élection ou une situation, un événement politique, instabilité qui vient, on change de république, il faut une constitution, il faut une élection. Cette fois-ci, les Nigériens ont montré cela, en tout cas, et il n'y a personne aujourd'hui qui peut se deviner pour dire que ça a été fait au forceps ou bien ça n'engage pas, en tout cas, le peuple nigérien. Aujourd'hui, le président a la légitimité de représenter le Niger sur le plan diplomatique, mais surtout, il est le chef suprême des armées. Il peut dire qu'il tire toute cette légitimité aujourd'hui, non pas des événements politiques intervenus le 26 juillet 2023 dans notre pays, mais en tout cas, cet événement, bien qu'il soit le point de départ, on peut dire qu'aujourd'hui, il est mis dans une parenthèse, c'est les assises nationales qui ont permis au chef de l'État d'avoir cette légitimité et à notre pays aussi de peser de tout son poids sur le plan diplomatique, parce qu'il faut le rappeler aussi, le relever pour ceux qui ne savent pas. Dans le Niger, beaucoup ont pensé que non, le statut du Niger ne sera pas reconnu, le statut de son chef de l'État non plus, il sera reconnu au plan international. Mais en tout cas, les nouvelles autorités ont démontré que bel et bien que le Niger désormais, il est maître de son destin. Et la charte de la refondation, une reconnaissance au plan international et une liberté d'aller nouer des relations avec qui on veut. En tout cas, l'essentiel est que ces partenaires tiennent compte de la nouvelle orientation du Niger et des intérêts du peuple nigérien. C'est ça le plus important. Donc la refondation, pour moi, c'est sortir de ces mimétismes-là institutionnels qui est calqué sur le modèle occidental, en l'occurrence le modèle français. Voilà. Merci. Bana Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Quel bilan faut-il tirer de l'année 2025 qui vient de s'achever? Et à la suite de ce qu'a rappelé mon ami Suleiman, peut-être qu'il faut rajouter, moi, si je dois retenir des points, je pense que je vais en retenir 3 pour laisser le reste aux collègues Baïdou. Le premier acte que je dois saluer, c'est la tournée en profondeur entre parce que c'était un moment de fusion entre le chef de l'État et les populations qui lui ont renouvelé leur soutien, qui avait déjà pris corps après les événements du 26 juillet. Mais au bout de 2 ans, le président est allé à la rencontre du peuple, des populations, pour les écouter, pour montrer qu'il est là et que le Niger tient debout, contrairement au narratif qui faisait croire que nous étions envahis par les hors terroristes. Le président a fait un grand périple que nul n'a jamais vu d'ailleurs dans notre pays en voiture. Tout à fait. Ça, c'est vraiment un événement majeur dans la vie de notre pays qui a permis au peuple de témoigner donc ce soutien et au président de recueillir les attentes, de mesurer surtout les attentes de cette population. Le deuxième événement que je retiens, c'est la nationalisation de la société Oran. De Somaïr et qui a permis à notre pays d'affirmer sa volonté désormais claire et irréversible d'établir sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Et d'ailleurs, cet événement est en lien avec le dernier que je vais citer, c'est le décret qui organise, l'ordonnance qui organise désormais le cadre juridique pour réglementer la mobilisation générale. Parce que la nationalisation par le Niger des mines, de la Somaïr et de la Comina a été l'occasion pour notre pays d'affirmer sa volonté de vendre désormais notre uranium, qui appartient au peuple nigérien, de vendre ça à qui nous voulons. Et c'est cela qui nous vaut toute cette mobilisation de certains pays impérialistes qui ont commencé à amasser des troupes dans le sud libyen,
au nord du Nigeria, en Côte d'Ivoire et au nord du Bénin. C'est ça. C'est cela qui nous vaut cette attention de la part de ces pays impérialistes. Donc, pour moi, l'année 2025 a été une année charnière. Dans l'affirmation de notre souveraineté, non seulement sur nos ressources, mais aussi sur notre volonté d'établir des relations avec des pays que nous estimons sincères avec nous, qui respectent notre souveraineté. Donc pour moi, c'est les 3 points forts que je retiens de l'année 2025. Après, on reviendra en détail sur On va y revenir en détail dans quelques instants sur tous ces points-là. Monsieur Baidou, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter? Quel bilan faut-il tirer de l'année 2025 qui vient de s'achever? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Merci beaucoup, Abdoulaye Tchemogo. Et pour d'abord nous avoir accordé, n'est-ce pas, la chance d'être les premiers de l'année 2026. Ah oui, bien sûr, sur le grand débat. Sur le plateau du grand débat. C'est ma première fois à ce plateau. C'est vrai, il y a eu quelques tentatives à un certain moment, mais c'est ma première fois que je suis vraiment à ce plateau. Effectivement. Et donc, effectivement, c'est vraiment un plaisir. Et pour ce, je vous en remercie. Et pour le bilan, je vais dire pour l'introduction, c'est ça, on tout dit. Hein. Je ne devrais pas revenir à tout ce qu'ils ont dit. Et peut-être tout simplement, en fait, c'est que peut-être je peux ajouter, c'est peut-être l'aspect, je vais dire, engouement, mobilisation de la population autour, n'est-ce pas, de cet idéal-là, qui est la souveraineté. On le sent partout. Vraiment, les gens sont tellement engagés, ils sont mobilisés. On le voit, nous qui sommes à la diaspora, on a l'habitude de faire des rencontres où les gens nous disent que l'erreur fatale serait de penser déjà à aller à des élections. Je vais dire, penser à élaborer des chartes. Effectivement. Même au niveau de la diaspora, je vous assure. Les gens disent que c'est une erreur. Effectivement, ils disent que ce serait l'erreur fatale d'ailleurs. Effectivement. Parce que pour eux, il faut vraiment un travail de fond. Nous sommes en train de prendre notre destin en main et nous devons faire le travail de fond. Nous devons remettre les choses, parce que le problème c'est que nous avons vécu pendant des décennies et nous avons réfléchi avec la tête des autres. Bien sûr. Et alors maintenant, il faudrait qu'on utilise nos propres têtes pour vraiment, je vais dire, tracer notre propre chemin. C'est ça. Ça, c'est parce que, pourquoi Manon l'a dit, ça nous attire beaucoup d'adversité, c'est normal, parce que les gens, ils savent où est-ce qu'on va, ils savent qu'est-ce que cela va donner. Et ils savent que si ça continue dans ce chemin-là, si les gens arrivent, n'est-ce pas, à tenir jusqu'au bout, mais notre pays-là, il serait comme les pays du Golfe que vous voyez. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est un peu pour cela que nous avons tellement d'adversité. Pour le moment, en fait, ce que ça nous prend aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait des gens de qualité. Je veux dire, un capital humain, n'est-ce pas, de qualité. De qualité, pour pouvoir accompagner cela. Parce que le problème fondamental se trouve ici. D'accord. Donc, je vais en rester là. En attendant le développement. Oui, je vais profiter avant de... parce que j'ai bien précisé que vous êtes de la diaspora des États-Unis. Non, américaine. En fait, je suis de la diaspora Amérique, mais je réside au Canada. Au Canada, très bien. Ma question, c'est de savoir, tous ces événements du 26 à aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de faire, comment de loin nos compatriotes qui sont là-bas vivent ça, qu'est-ce qu'ils disent? Parce que vous avez dit quelque chose de très important. Les gens pensaient que c'est comme d'habitude. Il y a un événement, il faut dire les choses terre à terre, il y a un coup d'État qui se passe et très rapidement, sous la pression de la communauté internationale, on organise des élections, on prend les mêmes et on reprend avec tous les problèmes qu'on a connus. Et aujourd'hui, ces gens de la diaspora qui vivent, je dois le préciser, dans une grande démocratie, que ce soit aux États-Unis, au Canada où vous vivez, c'est la vérité. C'est ce qu'on nous dit, c'est une grande démocratie, même si on connaît un peu les limites. Alors, nos compatriotes qui sont là-bas, comment ils ont vécu ces événements? Je profite de l'occasion parce que vous êtes sur le patron pour savoir un peu. Nos compatriotes, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? C'est ce que j'ai dit tantôt. Voilà. Hier, on a l'habitude de faire des discussions avec les gens et vous savez, la majorité, ils ne veulent pas que cela échoue. Ils veulent que cela aille jusqu'au bout. D'accord. Pour qu'on puisse vraiment arriver à remettre... Je vais utiliser le terme fondamental qui est la refondation. En fait, à refonder ces pays de manière à ce que vraiment on puisse laisser un
héritage, un très bon héritage, n'est-ce pas, à ceux qui vont nous, à ceux qui vont nous suivre. D'accord. Donc sincèrement parlant, oui, voilà. C'est ça. Donc pour vous dire sincèrement, c'est que les gens ont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, oui. C'est que ils soutiennent fortement. Et si vous voyez quelques gens qui s'agitent souvent pour aller faire ça ne manque pas. Vraiment ça ne manque pas, parce qu'il y en a qui, par exemple, ils le font parce qu'ils ont des intérêts personnels. Bien sûr, ça on sait. Mais de façon générale, je vous dis, les gens qui n'ont vraiment pas d'intérêt particulier, c'est le pays qui les intéresse. Qui n'ont que le Niger comme intérêt, ces gens-là, je vous assure, voilà. Ils soutiennent, je vais vous dire à 1000%. D'accord. La refondation. Cette démarche. Bien sûr, parce que tous ces pays dont je vois que le Canada ou les États sont passés par là avant d'être là où ils sont. Merci Bedou. Oui, je voudrais, parce que dans tout ce qu'on a dit, on a oublié un aspect marquant qui concerne la vie de la Confédération. Le sommet de Bamako était une grande attente des États, des pays, voilà. Et ça a été une très belle occasion de concrétiser l'engagement des chefs d'État pris à Niamey, de parachever la mise en place des institutions, parce qu'à cette occasion, il y a eu la signature du protocole additionnel qui crée les sessions confédérales des parlements de l'AES. Il y a eu également l'inauguration du siège de la Banque d'investissement et de développement de la Confédération, la télévision de l'AES, la radio de l'AES a été également installée, également le média en ligne, le groupe de presse, la presse écrite à Niamey. Donc c'est vraiment une année charnière, comme l'a appelé IB, on a attendu l'albinos noir, il est venu et à cette occasion, il a lancé un nouveau concept qui est en train de nous être expliqué par les différents chefs d'État, celui de l'hiver noir. D'accord, on va y revenir dans le débat. Merci. On va poursuivre. Lamine, quelles sont les grandes actions ou réalisations qu'on peut retenir de manière très succincte pour l'année 2025, indépendamment de ce que vous avez évoqué en introduction? Vraiment de manière très concrète, je crois que mon ami Bana a déjà cité quelques-unes. Le fait tout simplement au plan national, pour le CNSP, le régime en place de remettre en cause, de dénoncer tous les accords léonins, et en tout cas les accords de défense et autres. Les accords de défense, les accords qui ont été signés entre le Niger et les grandes puissances comme la France, et ces accords qui malheureusement ne prennent pas en compte l'intérêt du peuple nigérien, ont tous été dénoncés. Et notamment ceux qui concernent l'exploitation de l'uranium. Il y a la volonté manifeste, en tout cas du régime en place aussi, de renégocier les accords d'exploitation du pétrole nigérien avec les partenaires chinois. Ça aussi, c'est une volonté. Et par le passé, ça n'a pas été fait. On peut, l'un dans l'autre, dire que cela se justifie tout simplement parce que les intérêts du peuple nigérien ne sont pas véritablement pris en compte. Pour ceux qui ont eu la chance de parcourir, de lire ces accords, ils sauront que tout simplement, tout a été fait, en tout cas pris en compte, sauf l'intérêt du peuple nigérien. Quand j'ai dit tout a été pris en compte, y compris les intérêts des particuliers, de quelques politiciens véreux qui avaient géré ces pays un certain temps et qui ont profité, eux, pour en tout cas s'offrir la part du lion dans l'élaboration de ces accords. Donc c'est le Niger seulement et son peuple qui sont restés sur le carreau, et très malheureusement, ça c'est une situation qui a été déplorée il y a longtemps, et qui aujourd'hui, même si que le fait de dénoncer cet accord et de demander, d'exiger, c'est même une exigence, sa renégociation, c'est à mettre à l'actif, en tout cas des autorités de ces pays. Et ça confirme une fois de plus, en tout cas, que la refondation est en train de se donner un véritable contenu. Avant, les gens se posaient des questions, mais refondation, c'est sur quoi il faut s'appuyer. C'est des actions pareilles, des actions vraiment utiles et qui
qui permet à cette refondation d'avoir un contenu réel. Et l'autre action aussi, c'est la participation quand même du Niger au sommet des Nations Unies, où le Niger, en tout cas, a été vivement représenté par son Premier ministre et à travers un discours, en tout cas, un discours où on a senti que le Niger, tout comme le Mali et le Burkina, avaient tous parlé d'une même voix. Et ils ont confirmé au monde entier, en tout cas, leur volonté aujourd'hui de travailler ensemble d'une même voix et de défendre que les intérêts de leur peuple, en l'occurrence la Confédération AES. Mais surtout aussi l'action, une autre action concrète qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait pour le président de la République d'aller à la rencontre du peuple nigérien. À l'intérieur du pays. À l'intérieur du Niger. Parce qu'il y a un message trop fort qu'il ne faut pas perdre de vue à travers cette tournée. Le président a réussi d'abord à réveiller l'engouement, cet engouement qu'on a vu au lendemain du coup d'État, des événements du 26 juillet. Parce qu'à un moment, les gens se posaient beaucoup de questions, mais où est-ce que nous en sommes après quelques mois? Il y a eu comme un relâchement. Mais depuis cette sortie, cette tournée du président de la République, et c'est par là, je crois que la mobilisation générale a commencé. Là, juste peut-être, c'est le cadre juridique qui a été préparé récemment, mais la véritable mobilisation générale, le chef de l'État l'a commencé à travers sa tournée qu'il a faite dans le Niger profond, où il est allé découvrir le pays réel. Il est allé voir les réalités du pays, au-delà de tout ce qu'on lui rapporte à travers des notes techniques. Il a préféré lui-même aller jusqu'à la frontière de tous les pays aujourd'hui qui nous cherchent des noises, qui veulent nous voir à genoux. Le chef de l'État est allé jusque dans ces pays. Rappelez-vous, il est allé vers le nord-est du Niger, il est allé de l'autre côté, nord-sud, Difa, Dosso, et partout il est allé, il a tenu, en tout cas, il a eu le mot juste pour s'adresser à la population de cette localité, des mots qui cadrent avec les préoccupations actuelles et au-delà des préoccupations au plan national. Une autre action importante sur le fait de prendre notre uranium et de montrer au monde entier que le Niger désormais dispose en tout cas d'une totale liberté de faire ce qu'il veut de son uranium. Au-delà de la nationalisation de la Somaïr et de la remise en cause de l'accord du permis d'exploitation du Moraren, et cet uranium, aujourd'hui, le Niger est allé le prendre. C'est au nom du peuple du Nigérien que le chef de l'État l'a fait. Donc, vraiment, c'est des actions qu'il faut encourager. C'est des actions qu'il faut saluer. Et je n'ai pas vu, en tout cas, un peuple qui s'est développé, qui a réussi à s'émanciper de la tutelle impérialiste, lorsque tout simplement ce peuple, il ne fait rien, il compte seulement sur les efforts de ceux qui dirigent et que lui, le peuple, il reste dans la passivité en train de regarder. Je n'ai pas vu un peuple, en tout cas, qui a réussi à faire bonne impression au plan international, tout simplement en s'abritant derrière, en faisant le jeu, tout simplement, de ceux qui nous ont mis en retard. Quand je fais allusion à nos compatriotes, aujourd'hui, qui jouent le même rôle que les mercenaires qui nous attaquent aujourd'hui et qui appellent de tous leurs voeux à l'extérieur naturellement, qui sont là, et même ici, il y en a pas à l'extérieur, peut-être c'est de l'extérieur, mais au plan local même, il y a des traîtres, au plan national, il faut les appeler comme tels, qui se permettent aujourd'hui, qui se réjouissent du la moindre incartade du monde malheur qui frappe notre peuple aujourd'hui, qui sont les premiers à relayer. Est-ce que vous avez vu au Burkina et au Mali
les Maliens ou les Burkinabés se précipiter ou se réjouir d'un malheur, mais c'est terrible ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et c'est par là, à ce niveau, on va revenir, je crois bien sur, en profondeur, quand on va parler de la mobilisation générale. Nous n'appelons pas les Nigériens à se dresser contre leurs propres frères, mais nous appelons les Nigériens à multiplier des invocations pour que ces frères égarés puissent vraiment revenir à la raison et comprendre qu'on a un seul héritage en commun, c'est le Niger. Le fait d'avoir un statut de réfugié, de s'installer dans le pays de quelqu'un, ils n'ont qu'à aller revisiter l'histoire. Il y a des gens qui ont fait même la gloire des peuples de ces pays-là, aujourd'hui impérialistes. Mais comment ces nations impérialistes les ont fini par les remercier? Prenez le cas seulement du footballeur aujourd'hui, Zinedine Zidane, qui est en train de renouer avec ses racines, son peuple d'origine. Aujourd'hui, il n'est pas le seul. Beaucoup sont là. Des grandes, à plus forte raison, quelqu'un qui se cache derrière des réseaux sociaux, qui pense que, bon, lui, le jour où ces deux pays-là, le Niger et ses adversaires vont s'entendre, et ceux qui suivent vont s'entendre un beau jour, et il faut te poser la question, et moi, dans tout ça, c'est quoi mon sort? Voilà, ça, c'est vraiment un appel qu'il faut lancer. Et ils ont des parents, ils ont des familles, il faut les sensibiliser, leur faire comprendre que le Niger, c'est notre bien commun. On ne le détruit pas. On a beau avoir eu des divergences, des différences entre nous, mais à cause de ce qu'on a en commun, on est obligé de nous accepter malgré nos différences. D'accord, c'est bien dit. Merci Lamine. Oui, Bana, qu'est-ce que vous allez dire? En fait, je pense que si on veut les grandes actions qu'on peut retenir pour l'année 2025. Les grandes actions qu'on peut retenir, c'est qu'elles participent à la grande résilience de notre peuple. Ok. 2025 a été l'année où nous avons commencé à avoir les fruits du projet de la grande irrigation. En 2025, on est arrivé à stabiliser les prix des denrées alimentaires en dessous du niveau d'avant l'embargo. C'est hyper important. Lorsqu'on a été soumis à l'embargo, on s'est réveillé un beau jour, on a découvert que nous sommes dépendants et par rapport au moindre aliment, à commencer par le riz. Aujourd'hui, 2 ans après la prise du pouvoir du CNSP, le riz est vendu à 9 000 francs. Et il est disponible. 25 kilos, il est disponible, partout. Aucune rupture. C'est une grande victoire, déjà dans l'affirmation de notre souveraineté alimentaire, qui est l'un des piliers de la souveraineté. Deuxièmement, sur le plan sécuritaire, il faut quand même saluer. Malgré la multiplication des foyers de tension, le Niger est devenu résilient. Rarement vous entendez parler d'attaques complexes contre notre pays. Ce sont des actions isolées de bandits, de prise de rançon, de prise d'otages contre rançon, etc. Nous sommes en train de monter en puissance sur le plan sécuritaire et notre armée, avec l'aide des armées du Burkina et puisqu'il faut saluer en 2025 la création de la force unifiée. Unifiée, tout à fait. Qui est opérationnelle et dont le commandement siège à Niamey. C'est quand même un événement majeur sur le plan confédéral qu'il faut saluer. Troisièmement, sur le chantier de la gouvernance. Voilà un pays qu'on avait, à qui on a prédit de ne pas pouvoir tenir 3 semaines ou 3 mois, selon les analystes de l'ancien régime, qui parvient pendant 3 ans à faire face à ces dépenses régaliennes sans aucun appui budgétaire. De l'extérieur. Aucun appui budgétaire, nous sommes parvenus à faire face à des dépenses régaliennes de près de 50 milliards par mois avec nos propres ressources. Il faut saluer l'action du gouvernement qui a permis de stabiliser notre pays sur ce plan. Et sur le dernier point que je voudrais parler, c'est la question de l'énergie. Aujourd'hui, de tous les pays, je pense que le Niger s'en sort bien dans le cadre de son combat pour asseoir sa souveraineté énergétique. Et je pense que dans les prochains mois, déjà, il y aura la mise en service de plusieurs centrales qui sont en construction. Nous allons encore réduire notre dépendance par rapport à notre voisin du Sud dans le cadre de la souveraineté énergétique. Donc, en plus de cela, sur le plan diplomatique, le gouvernement a posé des actes qu'il faut saluer. La promptitude avec laquelle notre pays répond
aux attaques des puissances impérialistes en recourant de manière systématique au principe de réciprocité. Et vous avez vu le dernier en date, c'est par rapport aux États-Unis. Le Niger a, avec plus de fermeté même que les États-Unis, décidé de restreindre de manière drastique l'accès à notre pays aux ressources des États-Unis. Cela prouve que désormais notre engagement de ne plus courber l'échine devant quiconque, nous sommes en train de l'affirmer et de l'assumer à la face du monde. D'accord. Je pense que ce sont des actions qu'il faut saluer et qui vont certainement encore être consolidées dans le futur, en 2026. D'accord, merci. Oui, Bédou, qu'est-ce que vous avez ajouté sur ces actions, ces grandes actions réalisées qu'on peut retenir pour l'année 2025? Bien sûr, les actions sont citées. Moi, je vais peut-être juste mettre l'accent sur le pilier principal, moi je pense, de la refondation qui a été installé, n'est-ce pas, pendant cette année. D'accord. C'est le conseil consultatif, n'est-ce pas, de la refondation. Et parce que moi, je le dis et je le dis toujours, c'est vraiment le cœur même de la refondation. D'accord. Donc c'est vraiment je pense que c'est l'action majeure, principale même, qui soutient, n'est-ce pas, toute cette démarche-là. En fait, le conseil, si vous voyez, de par sa composition, il est composé d'acteurs qui étaient déjà des représentants de faits de la société. Quand je dis représentants de faits, c'est parce que vous savez, quand vous voyez par exemple qui ne reconnaît pas son chef de village ou son chef de canton ou son sultan, et qui ne reconnaît pas l'autorité coutumière, plutôt religieuse. C'est juste. Qui ne reconnaît pas cela? Qui ne reconnaît pas? Et là, les autres acteurs aussi, c'est des acteurs. Effectivement. Les administrateurs délégués. Voilà. Effectivement. Et tous ceux qui sont là, y compris nous qui sommes venus de la diaspora, c'est parce que nous représentions la diaspora. Donc, nous étions déjà représentants de cette diaspora à l'époque. Donc les gens qui sont là, c'est pas parce qu'on les a cooptés au hasard, non. C'est parce que c'est des gens qui ont un ancrage social. Donc c'est pour cela qu'en fait, moi je dirais à ces gens-là, peut-être, qui n'ont pas compris, qui ne connaissent que la démocratie procédurale, où on dit allez-y aux élections, et on sait comment souvent les choses se font. Et pourquoi les gens, quand on dit même allez-y faire ça, qu'est-ce que les gens disent? Il y a personne, toutes les bonnes personnes disent qu'ils ne sont pas intéressés. Parce qu'ils pensent que c'est juste un maquillage, de la tricherie, des mensonges, des trucs comme ça, c'est qualifié à cela. Et pour vous, je pose cette question, pour vous, c'est ce qui s'est réellement passé pendant 30 ans? Je pose la question, puisque vous parlez de ces élections souvent dont on ne fait pas le bon choix qu'il faut. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment... Pendant 30 ans, c'est du maquillage. En fait, c'est parce que c'est de l'escroquerie, je pose la question, moi. Et bien sûr, en fait, c'est parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avions décidé de cela. D'accord. Vous savez, le problème, c'est que quand vous faites quelque chose qui ne vous... C'est-à-dire, dont vous n'étiez pas concerté pour le faire. Voilà. On impose. C'est-à-dire, vous faites... Quelqu'un qui fait quelque chose pour vous, contre vous, ou bien sans vous, mais c'est contre vous à ce moment-là. Vraiment en fait, en réalité, c'est ça. Donc, les choses, et c'est pour cela que, dans le temps, chaque fois qu'il y a un renversement, puisqu'il y a la pression, on fait rapidement, et puis on ramène la chose. La pression de l'extérieur, effectivement. Mais c'est ça. Mais en même temps, ça ne règle aucun problème. Ça ne règle aucun problème. On ne fait plus pression. On a un problème fondamental. Il faut régler ce problème fondamental. Nous sommes une... En fait, les autres qui nous imposent la démocratie, vous savez combien de siècles ils ont fait avant d'arriver à ce niveau? Bien sûr. Combien de siècles de barbarie ils ont fait avant d'arriver à ce niveau? Bien sûr, des siècles. Donc, effectivement. Donc, nous aussi, on a le droit, n'est-ce pas, de réécrire notre histoire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il faut le faire. Quel qu'en soit le durée que ça va prendre, il faut le faire. D'accord. C'est nécessaire. D'accord. Merci beaucoup. On va avancer. On a un peu parlé des grandes actions qu'on a vues au cours de l'année 2025. Alors, l'autre question, quelles sont les perspectives pour l'année 2026? Est-ce qu'on doit s'attendre à de grands bouleversements ou changements? Monsieur Lamy. L'année 2025, c'est fini. On est en 2026. L'année 2026, moi je crois que comme perspective... On doit s'attendre à quoi? Comme perspective, il faut s'attendre à beaucoup de choses qui vont apporter
qui seront une sorte de bouffée d'oxygène. Comme quoi, par exemple? Quand je prends par exemple la question de changement de mentalité. De plus en plus, les Nigériens commencent à croire à ce changement de mentalité qui ne se résume pas seulement à un combat juste contre la corruption ou contre les autres tares que les hommes politiques ont réussi à cultiver dans nos sociétés respectives. Mais surtout, le fait qu'aujourd'hui, vous trouvez des petits-enfants qui commencent à comprendre ce qu'est la souveraineté. À travers notre hymne national, beaucoup ont commencé à comprendre quand vous discutez avec des gens qui n'ont pas l'âge de 15-20 ans, ils vont vous dire qu'au-delà de tous ces divertissements liés sur les réseaux sociaux, ils ambitionnent en tout cas de voir leur pays développer d'autres des initiatives, par exemple en termes de technologie de l'information, pour que le Niger aussi demain ne soit pas dépendant des autres pays. J'ai vu récemment des jeunes qui ont créé une plateforme qui ressemble à la plateforme WhatsApp et ils disent que si on a cette plateforme, on peut même contrôler un peu, lutter contre la désinformation et qu'on soit dépendant. Ça veut dire que déjà, ils sont en train de mettre dans leur tête ces logiciels-là, qui ne se résument pas seulement, qui n'est pas du tout des paroles dans l'air. Et vous allez trouver des jeunes aujourd'hui qui pensent déjà à comment créer leurs propres entreprises pour ne pas dépendre de l'État. L'autre question, puisque ce changement de mentalité, pendant bientôt 3 ans, sur ce plateau, on ne parle que de ça. Qui doit aujourd'hui porter ce changement de mentalité? Qui doit le porter? Parce que changement, c'est la jeunesse qui doit le porter. C'est toujours vague, on dit il faut changer de mentalité. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est l'institution aujourd'hui habilitée à porter ce changement de mentalité? Parce qu'il faut qu'on avance. Oui, mais le changement c'est ça le plus important. Beaucoup l'ont dit. Le changement de mentalité, il intervient pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Il intervient, ça ne peut pas être l'apanage d'une institution. D'accord. Et qui doit le porter? C'est tous les Nigériens qui doivent le porter. Chacun dans sa sphère de compétences, il doit susciter cela. Il doit se dire que il faut un lead. Voilà, mais justement, il y a des leaders. Il y a des leaders. Et qui doit le faire? Parce que je dis, la question est très simple. On a quand même aujourd'hui un ministère de la refondation qui est là. Qu'est-ce que ce ministère doit faire? Mais le ministère, parce qu'on a un ministère de la refondation à l'image des autres pays. Il doit être la cheville ouvrière. La cheville ouvrière de ce changement de mentalité. Il faut que d'abord ce ministère, lui aussi, essaie de créer des rencontres de grandes envergures pour amener les Nigériens à comprendre. Je prends un seul exemple. Et quand on parle, par exemple, de la question de la défense de notre pays, de notre territoire, la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas que les gens pensent que juste on chasse les bases étrangères de notre pays et que tout est terminé. Non, ce n'est pas cela. À ce niveau, le ministère de la refondation, puisque vous voulez bien qu'on parle de ce... mais bien sûr, non, parce que j'imagine que le ministère a été créé parce qu'il a un rôle crucial à jouer dans cette question de changement de mentalité et de la refondation. Ces ministères actuellement... On a laissé tout ce que nous avons connu pendant 30 ans. Il faut quand même qu'on sente quelque chose qui bouge. Actuellement, ce ministère, peut-être je constate qu'avec la majorité des Nigériens, qu'il est dans une sorte d'expectative. Et je ne sais pas à quel niveau. Est-ce que c'est parce que ces ministères, il n'a pas dans sa carte, dans sa lettre d'émission, il n'a pas compris, les axes ne sont pas bien déterminés ou quoi. Tout le monde se pose cette question. Mais l'un de l'autre, en attendant, c'est que le ministère là va sortir de son silence, de son torpeur. Mais il faut que chaque Nigérien se dise que le changement de mentalité, ce n'est pas l'apanage d'une institution ou d'une personne. N'importe qui peut l'insuffler à son environnement immédiat et c'est quelque chose qui peut marcher. Et qu'est-ce qu'il faut faire de manière Qu'est-ce qu'il faut faire? On est tous conscients de ce changement de mentalité. Mais à la vérité, c'est qu'on constate même 3 ans dans les refondations, souvent il y a des difficultés. Il y a beaucoup de choses quand même. On reste dans la 3e année, donc il faut quand même que les choses bougent. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le décollage, il faut voir de là où le Niger vient. Et surtout, il faut vous dire que les acteurs qui ont mis ce pays à genoux, jusqu'à aujourd'hui,
ils ont leur liberté de faire ce qu'ils veulent et d'entreprendre. Ils ont des tentacules. Ils ont des tentacules, ils ont fait des tentacules partout, mais surtout, ils continuent à manœuvrer pour tirer le Niger vers le bas. À distance. Et très malheureusement, ça c'est quelque chose qu'il faut déplorer. J'ai suivi quelqu'un récemment sur, je ne sais pas s'il a été un député ou quoi, mais sur les réseaux sociaux, qui essayait de jeter du discrédit. Carrément, moi je pense que c'est une sorte de jeu de discrédit sur des membres du CCR. Je ne sais pas, c'est quoi leur tort, les membres du CCR? Est-ce qu'ils ont demandé à être là de force? Non. Il y a eu un événement dans notre pays. Bien sûr. Et les autorités qui dirigent ces pays ont décidé, ont dit que bon, écoutez, nous allons identifier des gens compte tenu, en raison de leurs compétences, les coopter et les amener au niveau de cette institution. Tout à l'heure, Beidou parlait de ça. Et il disait qu'il dépasse même la question de représentation, en tout cas à travers une élection, mais parce qu'on les a choisis en considération, en tout cas, qualité, tout simplement, parce que c'est des gens qui ont quelque chose à apporter. Donc, je crois que ce genre de discours, il faut bannir ça de vraiment de notre culture politique. Là. Et on a géré ces pays, ceux qui ont géré ces pays pendant des années, pratiquement 30 ans. Aujourd'hui, il y en a qui sont terrés dans leur coin, ils observent, ils savent que toute chose a une fin dans la vie. Donc, vraiment, il faut, c'est le lieu peut-être d'appeler ces compatriotes qui tiennent ces genres de raisonnements pour se dire qu'aujourd'hui, le Niger, il est dans une dynamique qui s'appelle la Confédération AES. Tout ce qu'on peut entreprendre, il ne faut pas qu'on pense que c'est contre le Niger, on le fait, mais c'est contre les deux autres pays avec lesquels nous avons décidé, en tout cas, de jouer une partie de notre destin ensemble. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette question de changement de mentalité. Il faut que nous soyons très prudents. Dorénavant, ce que nous allons poser comme acte, ça peut être interprété, et c'est même le cas, pas seulement par des Nigériens, mais par d'autres nationalités, par d'autres citoyens qui sont aujourd'hui nos propres concitoyens, de fait, de part de notre acceptation d'aller dans cette confédération. Donc, pour jeter du discrédit, on risque en voulant jeter du discrédit sur des gens qui ne sont pas venus de force. Et on peut aussi porter atteinte vraiment à cette dynamique-là, jeter du discrédit sur d'autres acteurs qui ne sont pas des nationaux. Donc, il faut faire très attention. Merci. Merci. Oui, Bana, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les perspectives? Sur les perspectives, avant d'arriver aux perspectives, je reviens un peu sur cette question de changement de mentalité. Oui, moi, je ne partage pas tout à fait le point de vue de Lamine Suleiman. Pour moi, certes, le changement de mentalité concerne tout le monde, mais il doit être impulsé par le haut. Aujourd'hui, quand on est dans un pays et que vous voyez que ceux qui dirigent ne donnent pas l'exemple, il y en a beaucoup qui ne donnent malheureusement pas l'exemple. Oui, aujourd'hui, vous voyez les réseaux sociaux, plusieurs fois on vous montre des autorités qui prennent la route à contresens, qui refusent de respecter la priorité, qui font usage des biens de l'administration en dehors des heures de service, etc. etc. Ça, ce sont des exemples qui peuvent amener les Nigériens à changer de comportement. Donc, il y a aujourd'hui les pratiques anciennes de détournement des deniers publics, de surfacturation qui continue malheureusement dans certaines administrations. Sous cette refondation? Oui, sous la refondation. Il y en a qui sont dénoncés chaque jour, non pas par les apatrides, mais par certains qui pensent que leur rôle, c'est aussi d'aider à ce qu'il y ait la refondation soit porteuse de changement. Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes... il faut pas se cacher la vérité. Bien sûr. Tout le monde apprécie au Burkina ce qui se passe. Et il cite toujours les exemples que donnent ceux qui sont nommés. Aujourd'hui, chez nous, il y a beaucoup qui ont été nommés, qui continuent ou qui reproduisent les mêmes tares que nous avons dénoncés. Et je pense que, quel que soit l'engagement du peuple, il doit être accompagné par l'exemple. La pédagogie de l'exemple est la meilleure pédagogie. Et il faut que ceux qui ont reçu des responsabilités de la part du chef de l'État, qu'ils le lui reconnaissent en changeant de mentalité et en imprimant un changement qui peut être reproduit par le peuple. Parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Et le changement, il vient toujours de ceux qui sont en haut. Aujourd'hui, si vous-même,
vous déposez à 18h votre véhicule, vous n'amenez pas vos enfants dans les véhicules de l'État, les gens avec qui vos enfants vont à l'école sentiront qu'il y a un changement. Que ceux qui étaient là avant utilisaient les biens de l'État à des fins personnelles, aujourd'hui ce n'est pas le cas. Avant, c'est que le bien qu'on achetait à 50 000 et qui coûte en réalité 5 000, si vous continuez à le payer à 35 000, à 40 000, oui, vous ne faites pas mieux que ce que vous avez remplacé. Et malheureusement, ce sont des choses comme ça qui doivent changer. Tout à l'heure, quand il parlait du CCR, je voudrais rajouter, prenez l'exemple de ce qu'on vient de sortir d'une session ordinaire. Oui. Mais au cours de la session ordinaire, le gouvernement nous a envoyé des textes à examiner. À l'époque, je me souviens quand ils étaient députés, celui-là dont parlait Lamine Souleymane, ils ont l'habitude de valider même la présence des bases militaires étrangères à travers le vote d'une déclaration de politique générale. C'est ça là, représenter le peuple? C'est ça, défendre les intérêts du peuple? Non. Pourtant, nous, il y a quelques jours, on a passé au crible 2 projets de textes importants, dont une ordonnance portant orientation agricole au Niger et une qui réorganise le foncier. Quand on a fini nos travaux, en toute conscience, nous avons voté à l'unanimité celui sur l'agricole, et pour celui sur le foncier, nous avons demandé à l'État de continuer à travailler sur le chantier. C'est ça. Donc c'est plus responsable que ceux qui nous ont montré pendant 30 ans. En 30 ans, il n'y a pas eu un seul projet ou 2 ou 3 projets de loi seulement, propositions de loi qui sont venus de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que nous ne sommes pas une institution au rabais. L'histoire nous démontrera, le temps nous donnera l'occasion de démontrer que nous sommes là pour accompagner le président de la République dans ce qui est l'intérêt de notre pays. Mais pour le changement de mentalité, c'est vrai que ça concerne tous les Nigériens, mais l'exemple doit être donné par nous qui avons des nominations, et nous qui avons des responsabilités en qui le président a eu confiance. Nous devrons lui rendre la confiance en remodelant notre comportement et en l'ancrant dans un processus de refondation véritable de notre pays. Et je crois que c'est ce message-là qu'il faut relayer chaque jour pour montrer que nous sommes, c'est nous les soldats de la refondation, nous qui sommes aux côtés du président de la République pour l'aider à faire de ce Niger-là un nouveau Niger, un Niger décomplexé qui peut regarder n'importe quel pays dans le monde. C'est ça notre rôle. Sûr. Donc maintenant, pour 2026, pour moi, 2026 doit être une année de combat. De combat. Sur 2 points. OK. Le premier point, c'est en lien avec la mobilisation générale. Au sortir de notre session d'hier, nous avons demandé au gouvernement d'instituer une journée de mobilisation nationale mensuelle, ou du niveau 4e jusqu'à l'université. Un jour de week-end pendant le mois, les forces de défense et de sécurité encadreront nos étudiants, nos élèves, pour leur inculquer le civisme et le patriotisme, pour leur apprendre les BAB en matière de secourisme, en matière de lutte d'éléments de survie en temps de guerre. C'est parce que nous sommes en guerre. En guerre. Donc ça, il faut que 2026, sur le plan de la mobilisation, oui, hier au cours de votre absolument, et au sortir le CCR a décidé d'aller en région, de descendre, y compris dans les départements, mobiliser les gens et les sensibiliser sur la nécessité de se mettre sur le pied. Donc sur le plan de la défense citoyenne, comme étant élément important de la défense nationale, 2026 doit nous amener à cela. Que chaque Nigérien, comme ça fut le cas au Vietnam et en Chine par le passé, que chaque Nigérien, même quand il est dans son champ, qu'il soit prêt à faire face à une invasion militaire ou à une attaque extérieure. Et qu'il soit alerte, qu'il aide les autorités militaires à disposer du renseignement et à leur donner toute l'aide et l'assistance nécessaire. Deuxième niveau de combat, c'est que en 2026, il faut que le développement, c'est-à-dire qu'on donne plus de contenu à la lutte, à la lutte pour la souveraineté. Des chantiers, vous critiquez, oui, des chantiers énormes. Absolument, des chantiers énormes, comme par exemple les chantiers qui ont été annoncés, celui de l'autoroute entre Niamey et Douchi, qui doit commencer. Il faut que ces grands chantiers-là soient visibles. Maintenant que nous avons une banque d'investissement
et de développement de la Confédération, qui doit servir de rampe de financement de ces projets, il faut que nous allions au travail véritable. Il faut que nos chantiers, comme celui de Salkadamna, qui doit nous donner 5200 mégawatts d'énergie, il faut que ces chantiers-là, ils avancent. Il faut que nous rêvions plus haut. Il faut que l'Iraser soit envahi par nos jeunes pour aller s'adonner à l'agriculture, aider à créer des industries agricoles pour pouvoir résorber le surplus de consommation, impulser, augmenter la richesse nationale. Parce que dans un pays qui va, parce qu'en 2026 même, on continuera à faire face à l'adversité des impérialistes. Il nous appartient de manière endogène de créer les conditions de notre richesse. En 2026, on doit mettre un dispositif pour reprendre le contrôle sur l'or, la production aurifère de notre pays. Ça fait 2 ans, on continue à donner des permis, mécanisés. On n'arrive pas à contrôler la filière d'or. Or, aujourd'hui, c'est le minerai qui est le plus cher au monde. Aujourd'hui, si nous parvenons à maîtriser la production aurifère de nous, à faire reprendre le contrôle par l'État, je suis sûr que nous disposerons de moyens nécessaires pour pouvoir assumer le programme de la refondation tel qu'il a été élaboré sous l'égide de la primature pour 2025-2029. Je suis convaincu qu'en mettant un dispositif pour reprendre la main sur notre or, en renégociant la part du Niger dans les ressources pétrolières. En faisant un audit pour ramener au plus bas le niveau ou le coût les investissements qui ont été réalisés, on pourra créer de la richesse dans son pays et faire en sorte que notre pays ne soit plus connu comme un pays de mendicité, mais comme un pays qui produit et qui prend en charge ses propres problèmes grâce à ses ressources. Et sur un troisième plan, dans le domaine de la diplomatie, en 2026, il faut qu'on revoie notre offensive diplomatique. Lorsqu'on fait face à plusieurs ennemis, il faut savoir prioriser les pires ennemis et développer une offensive diplomatique envers ceux qui ne sont pas vraiment contre notre pays. On a des pays aujourd'hui qui sont prêts à travailler avec nous sans nous imposer quoi que ce soit, sans nous imposer des... Il faut éviter de faire de l'amalgame. C'est-à-dire, on fait trop d'amalgame. Il faut qu'en 2026, qu'on sache qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Un ami, peut-être, il peut avoir des défauts, mais on peut rester avec lui parce que ces défauts ne sont pas de nature à compromettre la survie de notre pays. Mais ceux qui sont contre nous, qui posent au quotidien des actes hostiles face à notre pays, ceux-là, il faut qu'on les contienne. Et parmi les moyens de les contenir, c'est diversifier aussi nos relations à l'extérieur. On a vu que si le 26 juillet, notre peuple a pu tenir face aux menaces d'agression, c'est sur 2 choses, je peux dire 3 choses. Premièrement, l'intransigeance et la volonté du général d'armée Abdraman Chani et de ses camarades du CNSP. Deuxièmement, le peuple nigérien qui a décidé de jouer le rôle de bouclier. Mais troisièmement, le soutien actif des pays de l'AES, que sont le Burkina, le Mali et dans une certaine mesure le Togo et la Guinée. Ce sont ces pays qui ont leur présence à nos côtés, qui ont... Aujourd'hui, la menace est plus grave que la CEDEAO. Parce que c'est l'oncle Sam qui amasse des troupes au Nigeria. C'est la France qui amasse ses hommes à Cotonou. Et pour les contenir, il faut que nous revisitions nos partenariats stratégiques internationaux. On va en arriver tout à l'heure. Oui, Baïdou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les perspectives pour l'année 2026 Merci beaucoup. La perspective que je vais d'abord revenir, par exemple, au niveau de la question qui a été posée par rapport au changement de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Effectivement. Parce qu'en fait, vous savez... Vous qui avez eu la chance de vivre dans des grands pays tels que les États-Unis et le Canada, comment ça s'est passé là-bas? En fait, moi je sais en fait que, en réalité, et j'ai la ferme conviction que la réussite, le développement, ça ne dépend pas des moyens, mais ça dépend des hommes. Quand vous avez des hommes de qualité, vous allez réussir. Ça c'est sûr. C'est important. Mais quand vous n'avez pas des hommes de qualité, vous allez échouer, quels que soient vos moyens. Après la conférence nationale, les hommes qui ont animé ont démontré
qui n'étaient pas à la hauteur. Il faut le dire sincèrement. Non, on est d'accord. Ils n'étaient pas à la hauteur. Et c'est ces gens-là qui nous ont conduits à cette situation. Ouais. Je vais vous ramener à une chose que j'ai l'habitude de dire. Ça, c'est dans le Coran. Vous savez... dans le Coran. Dans le Coran. Vous savez, le prophète Ibrahim, alayhi salam, Dieu lui avait demandé d'emmener sa femme, une de ses femmes, parce qu'elle en avait deux, et son bébé dans une terre déserte où il n'y avait rien, pour le déposer là-bas. Il a recommandé. Il est parti, il a dit. Mais aujourd'hui, cette terre déserte-là, allez-y voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est des gens de qualité. Et ces gens de qualité qui sont nous, les gens qui ont les premiers qui étaient là-bas, c'est une femme et son bébé. On peut considérer que c'est des personnes vulnérables. Tout à fait. Vous comprenez? Mais puisque c'est des personnes de qualité, voilà ce que cela a donné. Donc, en fait, il faut travailler sur l'humain. Vous parlez de l'Arabie Saoudite? Effectivement. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler sur l'humain. D'accord. Vous comprenez? Comme on dit, il y a un savant égyptien qui s'appelle Kish qui disait le kulli makani maqal. C'est-à-dire à chaque place, il y a ce qu'il faut dire. Bien sûr, donc en fait, puisque ce n'était pas l'objet, n'est-ce pas, du débat à l'époque, je n'avais pas... Mais j'avais quand même partagé. Okay. Qu'est-ce que cette matrice que j'avais proposée? En fait, c'est une matrice. Vous savez, le surat al-Asr. C'est la surat al-Asr. Il y a une surat dans le Coran qui a juste 3 versets. Cette surat part du principe que l'être humain, ou l'humanité si vous voulez, est en perdition, par défaut. C'est-à-dire par défaut, l'être humain ou l'humanité est en perdition. Ça, on le voit au quotidien. Et par le principe de cela. Donc ça veut dire quoi? Pour sortir de cette perdition, vous avez besoin de 4 éléments interliés. Donc une matrice. C'est pour ça que c'est un système. C'est pas individuellement. Vous pouvez, si pris individuellement, on y va rapidement. Expliquez un peu rapidement. Donc, il faut que ça soit 4 éléments. Ces 4 éléments constituent le principe de la réussite. Ils disent, dans la sourate, je vais répéter la sourate, vous la connaissez, je pense que beaucoup de gens ont prié avec. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati, wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabr. C'est-à-dire le postulat principal, c'est-à-dire pas postulat plutôt, le principe fondamental, c'est que par défaut, l'humanité ou l'être humain est en perdition. Bien sûr. Sauf quoi? Ceux qui vont pouvoir sortir de cette perdition, sont ceux qui ont cru, ceux qui ont la foi. Iman. Ensuite vient quoi? Amil Salihat. Donc le travail. Le travail performant. Éthique. Bien fait. Bien fait. Ensuite, comment dirais-je, ensuite ils ont travaillé avec la vérité, justice, vérité. Vous comprenez? Et ils sont résilients et constants. Donc c'est ça le principe. Et ça doit être, c'est quelque chose qui est interlié, c'est pas des choses indépendantes. Pris indépendamment, ça n'a pas le... Donc pour moi, c'est ça que nous devons mettre en avant pour la perspective. Et puis, par exemple, au niveau de la diaspora, vous savez, il y a plusieurs façons d'impliquer la diaspora. D'accord. Et je vais vous parler d'une façon, par exemple, que j'ai présentée la dernière fois quand le Premier ministre est arrivé à New York. Je les ai rencontrés et je l'ai présenté. J'avais proposé un fonds de la diaspora pour l'investissement au Niger. Je suis parti juste sur la base de ce que certains pays ont fait ou qu'ils font, n'est-ce pas, pour proposer aussi pour nous un outil, quelque chose sur lequel on peut se baser. Et pour moi, derrière cette idée, c'est qu'on pourrait, à travers cela, drainer toutes les compétences de la diaspora. D'accord. Il faudrait quand même qu'à un certain niveau, que les gens aient une certaine ouverture d'esprit. Il faut que les gens sachent que tout le monde qui est là, les gens qui vous voyez là, c'est parce qu'ils veulent, c'est pour l'amour de leur patrie, ils veulent venir, qu'ils veulent vraiment s'engager. Ce n'est rien d'autre que ça. Malheureusement, certains ne comprennent pas ça de cette façon. Et donc, il faut que ces gens-là arrivent à changer aussi. Parce que le logiciel, vous savez, le problème fondamental, c'est l'ancien logiciel qui est installé dans les têtes des gens. Ce logiciel-là, tant qu'on n'arrive pas à le formaté pour remettre un autre d'actualité. On a compris sur ce sujet. D'accord. C'est ça. Il y a quelques idées sur les prestations. Vous, c'est bon ce que vous avez dit. C'est bon. Pour l'instant, je peux m'en tenir à ça. Et puis on va avancer, puisque Bana a anticipé tout à l'heure, le gouvernement, on l'a vu, de la République a décrété une mobilisation générale des citoyens face aux menaces de déstabilisation de notre pays et ceux de l'AES. Et vous l'avez suivi, hier, il y a eu une session extraordinaire au niveau du Conseil constitutionnel de la Refonda, uniquement par rapport à ce sujet. Alors, comment ça va se passer? Quel est votre commentaire, Lamine?
Bon, mon commentaire par rapport que je dois faire, c'est toujours le même, et toujours été le même. Il ne doit pas déroger aussi de cette question. La mobilisation générale, c'est très important. Je crois que, je ne dirais pas que c'est trop tard, mais c'est quand même une urgence. Si le gouvernement ou le président de la République ne l'a pas décrété, peut-être il aurait fallu qu'il y ait une autre force, en tout cas, qui peut décréter cette mobilisation générale dans la mesure où nous sommes dans un contexte de guerre totale aujourd'hui. Ce n'est plus la question de lutte contre le terrorisme ou le terrorisme des menaces sécuritaires par endroit. C'est une guerre. Le Niger est dans une guerre totale. Et pourquoi je le dis? Parce que vous avez les menaces sécuritaires de plus en plus persistantes, même si les effets sont en tout cas mineurs. Et Bana l'a relevé, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré une attaque terroriste de grande envergure, en tout cas sur le territoire nigérien. Il n'y a pas une seule portion du territoire qui est en tout cas contrôlée par ces soi-disant groupes armés non étatiques qui aujourd'hui, qui ne sont plus des terroristes, mais c'est des mercenaires, puisque c'est assez documenté aujourd'hui. On sait que c'est un mercenariat. Nous avons des tensions géopolitiques. Les tensions géopolitiques, le Niger c'est nos frontières, nos frontières. Oui, et ces tensions, on a vu comment elles sont nées. Voilà. C'est du fait de la manipulation extérieure, des ingérences des grandes puissances dans des situations entre le Niger et ses voisins. Et c'est comme ça que ces tensions politiques aujourd'hui sont nées. Vous avez la guerre informationnelle qui est venue s'ajouter et bien d'autres vraiment menaces qui, sur le plan économique qui, si jamais elles arrivent à se concrétiser, elles pouvaient mettre à genoux le Niger sur le plan économique. Donc c'est tout ceci qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte de guerre totale. Parce que dans tous les points. Et naturellement, lorsque nous sommes dans ce contexte de guerre totale, il faut adapter alors la réalité de défense nationale au nouveau contexte. Et c'est ce que le gouvernement a fait en décrétant cette mobilisation générale, même si pour le moment c'est le cadre juridique qui est en train d'être préparé. Elle n'est pas encore déclarée. Oui, puisque c'est le cadre juridique, d'abord il faut le préparer. Et dans cette préparation, dorénavant, la guerre, si vous voulez, la lutte contre le terrorisme ou la sécurisation du pays, je préfère parler de la défense nationale, ne doit plus être une affaire exclusive de l'armée, mais c'est une affaire de la nation. Et lorsqu'on parle de la nation, il y a les citoyens aujourd'hui qui doivent se sentir concernés par cette mobilisation générale, donc par la défense nationale. Il y a les moyens, en plus de l'aspect humain, il y a les moyens qu'on peut mettre en contribution pour lutter contre, vraiment pour défendre la patrie. Ça veut dire les biens des personnes. On peut bel et bien les réquisitionner un temps soit fait dans le cadre de cette défense nationale. Vous avez l'économie nationale qui sera aujourd'hui aussi une économie de guerre dans notre pays. Et parlant de cette question moyen économie nationale, à ce niveau, puisque vous avez insisté tout à l'heure dans votre question en parlant des changements de mentalité, une des actions que je nous propose ou je suggère, en tout cas, c'est de faire en sorte que, puisque la guerre nous impose aujourd'hui de prendre beaucoup de précautions pour ne pas trop dépenser de l'argent dans le vide. Et Bana, qui m'avait donné cette idée quand il parlait des véhicules administratifs et autres. Mais est-ce qu'un pays qui est en guerre est obligé d'acheter, de budgétiser des dizaines ou je dirais même des centaines de milliards chaque année pour payer des véhicules administratifs? On peut surseoir à ça. On peut bel et bien surseoir à ça. On peut même renoncer à cette question de bonne défense qu'on donne à des fonctionnaires. Nous sommes un pays en guerre. Pourquoi on doit débourser des centaines de millions, des milliards chaque mois pour donner à des gens? Mais pourquoi est-ce que
tout le monde, tu es fonctionnaire, tu travailles pour l'État, c'est un sacrifice. Non, écoutez, c'est un sacrifice. Puisqu'on parle de mobilisation générale, il faut cesser d'acheter, de débourser des millions pour acheter des véhicules. Écoutez, est-ce qu'en achetant un véhicule à un directeur de 50 millions, si on ne lui donne pas, en n'achetant pas, mais écoute, on peut choisir de donner du carburant à une administration, à ceux qui sont censés quand même les avoir. Par exemple, l'OFDS, on ne peut pas les priver de carburant. Mais quelqu'un qui est là, il est assis à part. Il faut qu'on lui donne, qu'on l'entoure de tous ces luxes. Non, c'est-à-dire, c'est une question. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut véritablement un changement de mentalité, vous l'avez dit, c'est d'en haut que ça doit venir. Si en n'achetant pas un véhicule de 50 millions à un patron d'une administration, est-ce que le service va arrêter de fonctionner? Mais pourquoi? Donc c'est des sacrifices qu'il faut faire. Il faut faire ce sacrifice, mais chaque fois, si on doit prévoir, quand vous regardez le budget de ces administrations, souvent ces institutions, vous avez même envie de rire, mais souvent ça choque. Achat véhicule, achat ceci. Alors que l'année passée, ou il y a 2 ans, 3 ans, on a acheté des véhicules. Et chacun a ce véhicule. Et vous trouvez des gens même qui utilisent ces moyens de l'État pour aller sur leur chantier parce qu'ils ont eu des subsides de l'État quelque part. Mais écoutez, le changement de mentalité, ce n'est pas seulement... Il faut le faire. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut prendre. Pourquoi on doit prendre, par exemple, un patron d'une administration, lui payer 3 millions de billets d'avion pour aller à une conférence ici à côté, Bamako, première classe? Pourquoi il ne fait pas dans la classe économique si c'est le même avion? Pourquoi on peut faire ça? Il y a beaucoup de choses. Si c'est le changement de mentalité, il faut réduire les dépenses vraiment ostentatoires de l'État qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Vous prenez le même avion avec quelqu'un qui a payé 500 000 pour aller, vous allez revenir. On va relever tout ça. C'est ça l'objectif. Donc franchement, c'est des choses sur lesquelles moi je crois que... Et maintenant, autre chose que je voudrais dire par rapport à la mobilisation générale. J'ai vu certains esprits malveillants qui n'ont rien compris de ce que c'est que la mobilisation générale, ou qui l'ont compris, mais qui sont en mission, puisque aujourd'hui, si vous avez remarqué, le simple fait que les mercenaires n'ont plus les marges de manœuvre pour frapper et commettre des actions d'éclat, ils s'abritent derrière la guerre informationnelle. Et je vis aujourd'hui leurs soldats qui sont sur le numérique, sur les réseaux sociaux, ils sont en train de dévoyer cette mobilisation générale. Et en jouant sur la désinformation, en lui donnant un contenu qui n'est pas celui que les autorités en place ont voulu lui donner, cette mobilisation générale. Donc, c'est pour dire quoi? Il faut que le gouvernement prenne beaucoup de précautions pour ne pas échouer là encore au niveau dans le cadre de la mise en œuvre de cette mobilisation générale. Et à ce niveau aussi, je répète, c'est un cri de cœur. Franchement, pour réussir cette mobilisation générale, il faut éviter de mettre au devant des médiocres, des gens qui n'ont rien compris. Ça a toujours été le cas. Et il faut faire cette mobilisation avec des gens qui ont compris c'est quoi d'abord la refondation. Pas des gens qui sont venus, que la refondation c'est un raccourci pour eux, pour avoir des petites choses matérielles et autres là. Donc voilà ce que je peux dire. Bana, qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette mobilisation? Pour que les gens comprennent la mobilisation générale, même quand vous prenez l'ordonnance, elle comprend 3 parties importantes. La première partie, c'est l'organisation de l'État pour faire face à la mobilisation générale. Ceux qui ont suivi la voix de l'hémicycle hier ont entendu les différents acteurs bien sûr, qui ont précisé qu'est-ce que l'État doit faire pour se préparer à la mobilisation générale. Chaque ministère de la Défense a une activité qui lui est tracée, dévolue. Ministère de la Santé, ministère de la Fonction publique, etc., etc. Leur rôle, c'est de s'assurer que l'État sera prêt lorsque le président de la République va décréter la mobilisation générale. Le deuxième acteur, c'est le peuple. Qu'est-ce que le peuple doit faire? Et l'une des actions attendues du peuple, c'est justement ce qu'on est en train de dire, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire à partir du jour où le président a signé l'ordonnance, chaque Nigérien doit être investi. Il doit s'investir de la mission de sensibiliser celui qui n'a pas compris des tenants et aboutissants de cette mobilisation générale. Maintenant, le troisième pan, c'est la sanction. Parce que l'ordonnance a prévu des sanctions contre les apatrides extérieurs et intérieurs.
en alourdissant certaines peines de prison qui sont passées de à peu près de 3 mois à 6 mois jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Désormais, tout Nigérien qui sera pris en flagrant délit de saboter le processus qui va conduire à la mobilisation générale, il va être puni, il va encourir cette peine. D'accord. Et donc, il faut que le Niger a changé depuis la prise de cette ordonnance. Ok. Désormais, même les photos qui vont être publiées à l'extérieur, parce que pour que quelqu'un publie une photo à l'extérieur, il faut que quelqu'un la prenne ici. Mais bien sûr, tout à fait. Et il y a des moyens de savoir qui a pris la photo. Ok. Et celui qui prend une photo des forces de défense et de sécurité, ou bien un processus qui tend à mettre en œuvre cette mobilisation, si on identifie que c'est ton appareil qui a pris avant d'être envoyé à un apatride à l'extérieur, il va encourir des peines lourdes de prison. Okay. Donc, cette histoire de mobilisation, c'est qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'a dit tout à l'heure, c'est que nous sommes en guerre. Et quand un État est en guerre, si toi, en tant que citoyen, tu n'apportes pas, le refus même d'apporter ton aide, un soutien, est passible de peine de prison lourde. A fortiori, poser un acte qui sabote les efforts de l'État. Donc désormais, là, tous ceux qui sont animés de bonne volonté, c'est de s'engager dans le sens de sensibiliser les Nigériens pour qu'on sache que la menace, là, elle n'est pas à 100 000 km, elle est aux portes de notre pays. Elle est peut-être même de manière diffuse, elle est même dans notre pays. Donc, que nous n'allons plus nous comporter comme il y a quelques semaines. C'est-à-dire un pays où on savait qu'on était en face d'une horde de terroristes illuminés, donc qui étaient instrumentalisés. Aujourd'hui, les puissances ont décidé de ne plus se contenter de sous-traiter la menace contre nous. Elles veulent elles-mêmes intervenir. Et face à cela, le réflexe de tout Nigérien, c'est de se considérer en état de guerre chaque matin, chaque soir. Et toute œuvre qui tend à fragiliser l'État, il faut s'en écarter, sinon les sanctions seront très lourdes pour les auteurs, les co-auteurs. Avant, j'ai un détail, j'arrive, avant de donner la parole aux autres, puisque on a vu ce qui se passe au Nigeria, avec les interventions de l'armée américaine, pour de la vérité, parce que... Oui, de l'armée américaine. De l'armée américaine. Et juste après, parce que quand on a vu ce qui se passe au Niger, on sait que quand même il y a des conséquences, parce que c'est le nord Nigeria avec lequel on a... Nous savons... Et on sait que souvent, même cette histoire de déplacer, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Mais on a vu, juste après, quand ces interventions ont commencé, et je dis la vérité, puisqu'on l'a tous vu, il y a Serge Daniel de RFI qui fait un post au même moment pour dire qu'à Dosso, il y a eu des chrétiens qui ont été tués. Or, on sait souvent, aux États-Unis, le président Trump a toujours dit qu'il y a des chrétiens qui sont massacrés et qu'il lui a donné l'occasion d'intervenir. Et comment vous expliquez cette situation? Écoutez, oui, absolument. On sait que ce sont des prétextes qui étaient recherchés. Aujourd'hui, ce qui a été fait au Nigeria, beaucoup l'analysent comme un test. Un test. C'est un test grandeur nature. Parce que finalement, tout le monde a reconnu après les frappes qu'aucune base terroriste n'a été touchée lors des frappes. Au Nigeria. Ce sont des habitations civiles qui ont été touchées. Tout le monde les a vus sur les réseaux sociaux. On a sorti les décombres. C'est dans des villes. Il n'y a aucun terroriste qui a été touché. C'était un test pour les États-Unis de voir sa capacité opérationnelle au Nigeria. Et peut-être l'appétit va venir à manger. Nous, c'est pour ça que je pense que nos autorités ont eu la clairvoyance de décréter cette mobilisation générale. Et un des pans qu'il faut que nous utilisions, c'est de montrer partout qu'il n'y a aucun conflit religieux sur notre territoire. Bien sûr, ça, on l'a vu. Les chrétiens et les musulmans vivent en symbiose. Dans le cadre de dialogues inter- et intra-religieux. Si on les invite régulièrement si les États-Unis veulent, si les États-Unis veulent, ils n'ont qu'à venir poser la question aux chrétiens du Niger. Il n'y a aucune persécution contre les chrétiens. S'ils veulent attaquer le Niger,
qu'il trouve un autre prétexte. D'accord. Et le Niger, qu'il sache une seule chose, le Niger est prêt, avec ses autres amis de l'AES, à faire face à toute menace, d'où qu'elle vienne. D'accord, merci. Lamine voulait réagir comme ça, je donne la parole à notre Oui, je voulais réagir par rapport à l'aspect mobilisation. Il parle de communication au niveau général pour un peu amener les gens à comprendre de quoi il s'agit et d'éviter certains comportements. Mais moi, je veux m'appesantir sur les questions des réseaux sociaux. Si avant l'avènement de cette ordonnance, des gens peuvent insulter les dirigeants de l'AES, ils peuvent s'attaquer, jeter du discrédit sur notre armée, parce que je vis les apatrides, malheureusement, et Bana, et vous le savez peut-être mieux que moi, ce n'est pas seulement ces Nigériens qui ont choisi de servir les mercenaires ou qui jouent de mercenaires. Il y en a plein. Il y en a plein. Ils sont nombreux. Ils sont même plus nombreux. Même chez vous. Et laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées. Ils sont plus nombreux, je dirais, que ceux qui sont à l'extérieur et qui postent des actes sur les réseaux sociaux. Il faut vous donner la peine de suivre les réseaux sociaux. Vous allez comprendre souvent ce qui se passe. Des écrits à peine voilés où on essaie de jeter discrédit sur les dirigeants, sur le Niger, sur le pays, et tout simplement en voulant un peu ramener, défendre les intérêts d'une seule personne ou d'un groupe de personnes. Et les gens qui le font, c'est des gens qui sont habitués au gain facile, qu'ils ont tout eu sans rien faire, comme dit l'autre là, et qu'aujourd'hui, depuis que cette nouvelle dynamique est arrivée dans notre pays, ils n'ont pas ces marges de manœuvre. Donc c'est pour dire qu'il y a 2 semaines, vous avez la liberté d'écrire ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, même le simple fait d'écrire quelque chose, on restreint cette liberté. J'ai écouté certains dans des groupes WhatsApp qui disent que non, c'est une restriction de liberté. Mais la restriction de liberté, quand un pays fait face à des menaces, on peut bien restreindre votre liberté. Parce que la liberté, là, c'est lorsque le pays est en paix que vous avez la liberté. Et pour votre petit confort moral, et quel confort vous permettre d'insulter les gens et vous pensez que c'est une restriction. Alors restreignons cette liberté pour que ces Nigériens de l'intérieur, moi je me plains plus de ces Nigériens de l'intérieur, parce que les autres, je pense que c'est des égarés, ils ont déjà choisi. Il faut qu'ils pensent qu'on va restreindre leur liberté. Parce que le pays fait face à des menaces aujourd'hui qui sont réelles. Pour le cas de Serge Daniel, vous savez, ce monsieur-là, et peut-être ceux qui ne le connaissent pas, ça le surprend. Serge Daniel, d'abord, n'a jamais été journaliste. Et en tout cas, ils sont rares, les correspondants de RFI, qui jouent véritablement les rôles, le métier des journalistes qu'il exerce à 100%. C'est des journalistes, c'est des gens, des communicants au service du Quai d'Orsay qui reçoivent des instructions, même qu'est-ce qu'ils vont écrire, ce qu'ils doivent écrire, même le reportage. Assez souvent, c'est suscité de là-bas, et quand ça sert l'intérêt des, comment on appelle ça, les intérêts des commanditaires, ils font ce genre que ce soit la France ou même un autre pays. Ça peut même être aujourd'hui un reportage qui sert les intérêts du Bénin. Donc on peut demander à Serge Daniel de le faire. Donc en le faisant, il est dans son rôle. Moi, ça ne m'a pas surpris parce que je connais, j'ai vu un peu, je connais sa moralité. Donc, ne vous attendez pas à ce que ces reporters de RFI ou d'autres médias étrangers vous fassent cadeau ou tout simplement vous caressent dans le sens du poil. Ils font partie de cette dynamique qui est mise en place dans le cadre de cette guerre informationnelle. C'est à nous maintenant, et pour finir, de déconstruire ces narratifs et de leur montrer qu'ils ne peuvent jamais atteindre le Niger. Bana l'a dit, il faut appeler ces leaders religieux pour les amener à ne serait-ce qu'à rendre public une déclaration pour confirmer qu'au Niger, il n'y a aucun antagonisme entre les chrétiens. Il ne faut pas rester attendre de marbre parce que c'est ça qui malheureusement... Je suis convaincu qu'ils vont réagir. Oui, d'autres. Baïdou, rapidement, on va clôturer le débat. Oui, merci beaucoup. Oui, on a suffisamment dit qu'est-ce qu'il faut dire. Moi, simplement, c'est que je dirais... un message en une phrase, voilà. Ok, moi, tout simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait... cette mobilisation, on aurait dû l'avoir depuis longtemps. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous étions en guerre depuis la pénétration coloniale. En fait, nous étions vraiment en guerre.
Et vous avez les gens qui ont l'histoire savent qu'est-ce qui s'est passé, quel type de massacre a été perpétré et comment les gens là se sont installés. Ce n'est qu'après avoir conquis et après avoir conquis leur butin qu'ils ont installé, n'est-ce pas, des relais pour pouvoir continuer à exploiter leur butin de façon, je vais dire, en tout cas sournoise. D'accord. Maintenant, ce qui fait que, moi, ce qui m'étonne, bon, peut-être que ce n'est pas aussi étonnant parce que du moment où c'est eux qui ont construit leur système éducatif, qui ont inculqué aux gens qu'est-ce qu'il faut. Et donc, c'est normal qu'on trouve des gens parmi nous qui réfléchissent en fonction de qu'est-ce que ces gens-là veulent. Vous comprenez? Donc, moi, maintenant, ce que je dis, c'est très bien qu'aujourd'hui, on sache que nous sommes vraiment en guerre, mais nous étions déjà en guerre depuis. Oui, bien sûr, ça, on est d'accord. Maintenant, c'est très, très bien parce que là, la menace, elle est là. Elle est là. Réelle. Elle est réelle, voilà. Elle est existentielle. Tous ceux qui, n'est-ce pas, mériteraient d'être sanctionnés dans le cadre de cette mobilisation, qu'il en soit ainsi. Et tous ceux qui sont vraiment disponibles à accompagner, qu'on les permette de le faire. Et comme Lamine l'a dit, il faut vraiment mettre les bonnes personnes. Choisir les bonnes personnes. Aux bonnes places. Quel est le message à l'occasion de cette nouvelle année? Vraiment, à l'occasion de cette nouvelle année, moi j'ai un message à 3 phases. Un premier aux autorités, c'est d'être ferme. Voilà. D'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ce qui s'est passé avant la signature de l'ordonnance portant mobilisation générale, on a été tolérant vis-à-vis de beaucoup de choses. Et ça se fait comme ça. Il faut que les gens comprennent que lorsque la nation est en péril, on réajuste l'arsenal de répression pour empêcher à ce que les gens ne nous dispersent nos forces. On a une menace à affronter. On ne doit pas laisser que des gens nous créent des petits foyers inutiles, notamment sur les réseaux sociaux, pour détourner l'esprit des Nigériens vers l'essentiel qui est défendre la patrie. Deuxièmement, il faut décréter à partir de maintenant que chaque vendredi, dans toutes les mosquées du Niger, qu'on doit instaurer automatiquement et obligatoirement les kounout. Parce que si nous avons vaincu les Français, on les a fait, ce n'est pas seulement par la force des armes, c'est parce que nous avons confié notre vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que si on fait ça, et troisièmement, pour finir, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place. Les hommes qu'il faut. D'accord. Partout, on est d'accord. Même quand il faut, même les ramasseurs d'ordures, il faut mettre ceux qui sont patriotes et qui aiment ce pays. Donc les Yakuza. Merci beaucoup. J'espère que ce message sera entendu dans les perspectives de l'année 2027 que nous tous on attend ce grand changement au gouvernement qui sont annoncés souvent. Lamine, pour finir avec votre message rapidement. Pour finir très rapidement, moi ce que puisque le gouvernement a compris que nous sommes dans une guerre informationnelle, je le dis toujours, il faut être dans la réactivité, proactif. À chaque fois qu'un mercenaire écrit des choses sur les réseaux sociaux, il faut qu'on se donne la peine non seulement de traquer ce mercenaire-là, mais surtout de déconstruire ce qu'il a dit. Parce que souvent, les gens pensent que non, il faut les laisser cette liberté d'écrire. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut pas que nous soyons en contradiction avec notre propre idéal principal, celui de refonder notre pays, celui de défendre notre souveraineté. Ce n'est pas parce qu'on a des accointances politiques ou des atomes crochus avec X, Y, on va laisser les gens venir jeter du discrédit sur X, Y et puis aller dormir tranquillement chez eux. Et quand c'est telle autre personne qui le fait, tout de suite, on se donne les moyens de l'appréhender et de l'arrêter. Donc, ces 2 poids 2 mesures, il doit cesser. Il faut arrêter. Parce qu'il faut éviter aussi la frustration. On ne peut pas parler de la mobilisation générale. Les gens qui sont convaincus, qui sont engagés et qui constatent qu'il y a des freins, comme l'a dit tout à l'heure Beidou, des actes qui fâchent des situations, ça risque d'émousser les langues des uns et des autres. Le chef d'État a réussi à réveiller cet engouement-là à travers sa tournée. Aujourd'hui, tous les gens, tous les Nigériens sont convaincus de sa volonté, en tout cas, d'aller de l'avant, de défendre la souveraineté de ces pays. Et les Nigériens qui sont d'accord avec lui, c'est la majorité.
Donc les énergumènes qui n'ont pas compris, ils vont comprendre peut-être les marginaux là, ils vont comprendre plus tard. Donc faisons en sorte que ceux qui ont compris, qui sont d'accord, qui ne puissent pas être découragés en si bon chemin. Voilà un peu ce que je veux dire. Et la meilleure façon de ne pas les amener à se décourager, franchement, c'est d'appliquer la justice. Tout à l'heure, en récitant, en invoquant la sourate, il l'a dit, la justice. Franchement, c'est ça qui pousse les gens à être résilients. Tant qu'il n'y a pas cette justice sociale, il y a ces 2 poids 2 mesures, il y a ces trucs de pratiques amicales qui viennent. Bon, l'autre, oui, on peut le dire parce qu'il est de notre, ou on connaît l'autre. Ça ne marchera pas. Et les gens vont nourrir au nez. Et ceux qui nous attaquent, la minorité là, les marginaux là, vont avoir toujours des arguments. Comme aujourd'hui, ceux qui sont en train de dire sur les réseaux sociaux. Lamine, vraiment. Que voilà, vous allez déchanter, vous allez déchanter. Merci beaucoup. Je fonde l'espoir que nous n'allons pas, on ne va pas leur donner de bons arguments pour nous. Très bien. Merci, merci vraiment pour votre contribution, Lamine, comme toutes les fois d'ailleurs que vous êtes sur le plateau avec des analyses vraiment pertinentes par rapport au sujet. Et on espère qu'on a vu ce qui s'est passé au cours de l'année 2025 avec des actions très concrètes en deux ans, parce que 2023-2025, on a vu ce que le CNSP a fait comme réalisation qui sont très bien appréciées des populations, et on pense que l'espoir est permis pour ce pays qui revient de loin, et sans doute 2026 aussi les autorités vont poursuivre ces efforts pour qu'on puisse sortir de cette situation. Et cette mobilisation générale, vous l'avez tous dit, on a compris, parce que d'où viennent les menaces, elles sont réelles, elles sont là à côté, et j'espère qu'avec cette mobilisation générale, on pourra sans doute résoudre cette question d'insécurité qui nous préoccupe beaucoup, et le Niger va tenir debout. Vraiment merci. Et Bana, merci aussi pour votre contribution à ce débat et tout ce que vous avez développé. On a vu ce que le CCR est en train de faire, ça fait plaisir. C'est vrai, les gens à un moment, ils avaient une appréciation et une appréhension des membres du CCR. On pensait que bon, c'est une caisse de résonance qui est là, mais avec la première session, cette deuxième session qu'on a suivie et tous les textes que vous avez étudiés, examinés, avec cette mobilisation générale où vous êtes prêts à aller faire la sensibilisation à l'interpays, je pense que le CCR est sur le bon chemin et j'espère qu'il va aider les autorités à sortir de ça. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous avez dit ce soir. Baïdou, merci pour ce que vous faites et je pense que les amis de la diaspora ont beaucoup de choses à faire au Niger. Il faut les préalables là, je suis convaincu qu'aujourd'hui ça va partir, parce que quand quelqu'un a envie de venir dans ce pays aider, il faut éviter de créer des problèmes inutiles dans des démarches administratives ou quelque chose comme ça, parce que eux ils vont venir, c'est pour aider leur pays, et je pense qu'ils ont un intérêt particulier aussi à le faire, parce que le pays c'est le pays, parce qu'on a vu après tout le tour que l'on fait, on est obligé souvent de revenir finir sa vie au Niger, et pour vivre au Niger il faut quand même créer les conditions pour que le pays soit viable, d'où la nécessité pour ces gens de la diaspora vraiment de pouvoir rentrer et puis aider ce pays dans le cadre de ce que nous sommes en train de faire. Vraiment merci à tous, merci pour tout ce que vous avez dit sur le plateau. Maintenant je vous donne la minute pour l'invocation très rapidement avant de faire on y va. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Merci beaucoup. Merci à tous. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, et pour nos prochains débats, nous allons revenir sur le bilan de l'année 2025 et les perspectives de l'année 2026 avec plusieurs invités que nous avons conviés pour livrer leurs sentiments sur le passage à la nouvelle année. Toute l'équipe du Grand Débat, par ma voix, vous présente ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l'occasion de cette nouvelle année. Excellente soirée à tous. Au revoir.